On est ensemble avec vous jusqu'à midi. L'œil de l'expert avec Caroline Dehaas. Bonjour Caroline Dehaas. Bonjour. Vous êtes militante féministe, membre du collectif, hashtag Nous Toutes. Vous venez tout juste de publier En finir avec les violences sexistes et sexuelles chez Robert Laffont. Je suis très heureuse de vous recevoir parce que le sujet a toujours été d'une grande importance, d'une grande prégnance, mais là encore plus, on en parle de plus en plus. Vous publiez ce manuel d'action extrêmement clair, extrêmement concret pour aider les femmes à lutter contre les violences qui leur sont faites. C'est votre expérience puisque depuis des années vous accompagnez les femmes, vous faites de la prévention en entreprise et c'est ce que vous racontez dans la préface. C'est votre expérience qui vous a donné l'idée, l'envie de faire ce livre. Oui, tout à fait. Depuis quelques années, je suis très souvent sollicitée en message privé sur Twitter ou Instagram, par exemple, ou par SMS, sur WhatsApp, par des gens qui disent « Caro, j'ai une collègue qui a un problème de harcèlement sexuel, comment on gère ? Caro, l'autre soir, j'étais avec une copine dans un dîner, elle a témoigné de faits de violences sexuelles connues dans l'enfance, comment je gère ? Caro, il y a tel truc qui s'est passé chez mes voisins, qu'est-ce que je fais ? Bon. Et je me suis dit que ça pouvait être utile de mettre ça par écrit pour donner en fait des conseils très pratiques à chacune et chacun sur comment réagir lorsqu'on vient vous confier des faits de violence et comment agir pour les faire cesser. Oui, alors c'est pas simple, il y a c'est extrêmement concret, pratique avec des cas, des questions, c'est pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte, c'est que de la drague un peu lourde, enfin ces phrases qu'on entend au quotidien. Donc vous expliquez, vous démontez justement ces arguments. Maintenant, quand on voit les chiffres des plaintes, les chiffres des résolutions, on peut être un peu dubitatif quant à la justice de notre pays. Et porter plainte et se manifester n'est pas toujours facile. On voit ce que se prennent dans la figure toutes les femmes qui osent porter plainte. Oui, mais pourquoi elle le dit maintenant ? Pourquoi elle n'a pas parlé avant ? Enfin, tous ces arguments qu'on entend. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs intéressant. C'est au début de l'année, le ministère de l'Intérieur a publié un audit dans lequel il disait que 90% des femmes qui avaient porté plainte pour violence conjugale étaient satisfaites de leur accueil en commissariat et gendarmerie. Le truc qui n'a absolument aucun sens et aucun lien avec la réalité que nous, on voit sur le terrain. Ouais. Et d'ailleurs, ce midi, Nous Toutes rend publique une enquête. 3500 personnes ont témoigné de la façon dont elles ont été accueillies en commissariat et gendarmerie. Et dans cette enquête, on voit qu'on est très, très, très loin des 90% de bon accueil. Ouais. Et donc, ça, c'est un premier frein. C'est que quand on va en commissariat ou gendarmerie, parfois, ils refusent de prendre la plainte. Je rappelle que c'est strictement illégal. La loi oblige un policier ou un gendarme à prendre une plainte, quelle qu'elle soit. Et parfois, ils découragent, ils banalisent. Notamment, on voit ça chez les jeunes filles mineures qui témoignent souvent lorsqu'elles viennent porter plainte pour ce qu'on appelle du revenge porn. Donc, un jeune homme, par exemple, qui a diffusé sur les réseaux sociaux une photo érotique d'elle, sans son consentement, elle vient porter plainte et là le policier ou le gendarme ou la policière ou la gendarme va lui dire mais quand même en même temps pourquoi vous faites des photos érotiques, pourquoi bon. Je rappelle qu'il n'est pas interdit de faire des photos érotiques et de les envoyer à son petit ami. En fait, ce qui est interdit, c'est de les diffuser sur les réseaux sociaux sans le consentement de la personne. Ouais. Et puis en effet, vous avez raison, il y a un deuxième frein, il y a un deuxième obstacle qui est la justice. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Justice lui-même qui a fait un audit sur les 88 féminicides ou tentatives de féminicide de 2018. Et ils ont regardé ce qui s'était passé. Et bien, tenez-vous bien, les femmes qui ont été assassinées, elles ont été assassinées par leur conjoint. Lorsqu'elles avaient porté plainte, dans 80% des cas, la plainte avait été classée sans suite. Ouais. Classée sans suite. Elles ont été assassinées. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Magali Blandin. C'est cette jeune femme assassinée par son mari qui a fini par avouer un crime d'une sauvagerie absolue. La femme a dénoncé, avait porté plainte et ça s'était terminé par un non-lieu en septembre dernier. Donc, la plainte avait même été classée sans suite. C'est-à-dire qu'avant même de traiter le cas, il l'avait classé. Suite, vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on peut être découragé par toutes ces choses-là ? Donc est-ce que vous dites il faut porter plainte, il faut se manifester malgré tout ?
Alors, moi, j'ai une expérience personnelle très douloureuse avec la justice, parce que j'ai porté plainte 3 fois. Il y a une fois où ils ont classé l'affaire, parce que soi-disant, ils n'ont pas retrouvé les gens qui m'avaient menacé de viol collectif, de tuer mes enfants sur les réseaux sociaux. La deuxième fois, ils l'ont envoyé au mauvais tribunal, donc ça n'a pas été géré. Et la troisième fois, ça fait 2 ans, je n'ai jamais eu de nouvelles. Donc pour moi, le fait de porter plainte a plutôt été synonyme de galère supplémentaire, de coût, ça coûte de l'argent en fait. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, moi, à titre personnel, quand quelqu'un veut porter plainte, je lui donne toutes les informations et je l'accompagne, mais je ne vais pas dire à quelqu'un, il faut absolument porter plainte. Je pense que c'est le choix de chacune ou de chacun d'aller porter plainte ou pas sur les violences qu'il ou elle a subies. Mais il y a quand même un gros dysfonctionnement sur la façon dont on gère aujourd'hui ces violences. C'est une société, vous le dites dans le livre, qui a tendance à nier ces violences faites aux femmes ou qui a tendance à les minimiser. Alors, est-ce que les choses sont en train de changer? Vous terminez le livre en disant « je suis optimiste ». Est-ce que vous l'êtes vraiment? Ah ouais, moi je fais partie de l'équipe vert aux 3/4 plein. Je suis toujours super optimiste. J'ai l'impression que la société est en train de bouger à toute allure. En fait, je vous prends un exemple. Dans l'enquête qu'on publie aujourd'hui, l'élément qui ressort le plus dans l'accueil en commissariat et gendarmerie, c'est la banalisation des faits. D'accord ? Le refus de prendre une plainte est passé en 2e position. Et quand on avait fait la même enquête en 2018, le refus de prendre une plainte était en 1re position. Et donc, en 3 ans, les choses, elles ont bougé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de la communication, évidemment, de la part du gouvernement, mais aussi parce que les collectifs d'associations féministes, comme nous toutes, ont diffusé de la pensée, diffusé des visuels. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, dans ce manuel d'action, c'est que quand vous achetez ce manuel d'action, en fait, vous avez des trucs très concrets à faire. Voilà, vous avez une copine qui vient vous voir, vous avez les phrases à lui dire. Vous voulez aller porter plainte, vous avez le mode d'emploi. Vous avez, je sais pas moi, un problème au lycée ou au collège, paf, vous avez tous les éléments légaux avec tout ce que vous pouvez faire en tant que parent, par exemple, si vos enfants sont confrontés à ce type de violence. Et c'est important, vous insistez au début du livre sur l'importance des mots. Si je vous fais réagir sur l'actualité, à savoir Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, le documentaire de Marie Portelano, la réponse de Pierre Ménès qui disait il y a 10 ans ça passait crème, c'était une autre époque. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là ? Je réponds d'abord qu'il y a 10 ans, les agressions sexuelles étaient déjà punies par la loi. Et que ce qui s'est passé, en fait, ce qui est raconté dans ce documentaire, c'est non seulement, en fait, une violence sexuelle très grave commise par Pierre Ménès, mais il y a aussi une défaillance du côté de Canal+, qui ne respecte pas la loi. Je le rappelle et je le dis à tout le monde, c'est très important. Lorsqu'une entreprise, en l'occurrence la Canal+, mais c'est vrai dans toutes les entreprises, est informée de faits de violence sexuelle, harcèlement sexuel, agression sexuelle, voire plus grave, elle n'a pas le choix. Elle doit déclencher une enquête interne et sanctionner les faits. C'est pas une option, c'est une obligation légale. Et donc ce reportage aussi, de ce point de vue-là, il est très révélateur. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui n'appliquent pas la loi alors qu'elles devraient le faire. Et quand il dit c'était une autre époque, donc non, en fait, l'agression sexuelle était déjà punie. Et en effet, là où il a raison, c'est qu'aujourd'hui, ça choque plus. Mais est-ce que c'est tant une mauvaise nouvelle que ça, qu'on soit plus choqué par des agressions sexuelles qu'il y a 10 ans ? Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Vous posez plutôt envie de dire ouh, trop bien. Et la question des personnalités qui sont accusées, je pense à PPDA, je pense à Richard Berry, à Depardieu, et il y avait eu Denis Baupin à l'époque, il y avait eu Nicolas Hulot aussi, tous ces hommes dont on dit ah bah non, c'est pas possible. Et il y a quand même et pourquoi c'est toujours pour se faire de la publicité. Enfin, les victimes sont souvent accusées plutôt que soutenu. Alors ça aussi, c'est un peu en train de changer, mais il y a quand même ça qui existe. Ouais, alors moi là où je suis très optimiste, c'est que justement je trouve que ça change beaucoup. C'est-à-dire que la réaction par exemple au témoignage de Florence Porcel sur les faits qu'elle décrit pouvant s'apparenter à un viol de la part de Patrick Poivre d'Arvor, en fait ce qui est intéressant, c'est que dans la foulée, il y a immédiatement une enquête de police qui est lancée et les enquêteurs ont reçu plus d'une dizaine de nouveaux témoignages. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des faits, des petits faits en fait. On est dans des faits qui ont l'air quand même d'être globalement assez massifs. Ça c'est la première chose. Donc, moi je suis assez optimiste. À la fois ça réagit vite, là en l'occurrence du côté police et justice. Et puis on voit que
en fait, il y a plus de facilité qu'il y a 10 ans à se faire entendre. Donc ça, c'est très positif. Après, ce que je trouve aussi assez révélateur, en effet, c'est que quand on parle de ces sujets-là, on parle beaucoup de la présomption d'innocence. Mais la présomption d'innocence, on n'en parle que quand on parle des personnes mises en cause. La présomption d'innocence de Patrick Poivre d'Arvor, de Gérard Depardieu, etc. Bon, concernant Gérard Depardieu, en fait, c'est lui-même qui a dit qu'il avait agressé sexuellement quelqu'un. Donc, il y a un moment, je ne sais pas comment on parle de présomption d'innocence quand c'est la personne elle-même qui reconnaît. C'était dans une bande dessinée publiée par Mathieu Sapin, où il raconte que Gérard Depardieu raconte une agression sexuelle qu'il a commise sans que ça lui pose de problème. Et puis, il y a autre chose, c'est que, comme vous le dites très bien, les victimes, leur présomption d'innocence à elles, il n'y a personne qui les respecte. On va dire qu'elles mentent, donc en fait, on va dire qu'elles commettent un délit qui s'appelle la dénonciation calomnieuse, et donc, en fait, on ne respecte pas aussi leur présomption d'innocence à elles. Et donc, moi, je suis toujours interpellée sur ce 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que la présomption d'innocence, elle ne fonctionne pas uniquement pour les personnes mises en cause, elle fonctionne aussi pour les victimes. Ouais. Et une dernière question sur la façon. J'ai perdu ma question. On a un auditeur qui nous dit c'est compliqué, d'où une formation adéquate pour juger au mieux de la gravité de la situation. C'est ça que je voulais vous poser comme question. Vous avez cette expérience aujourd'hui avec votre entreprise. Vous allez faire de la formation. Quel est le résultat de ça dans les entreprises où vous êtes intervenu? C'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour comprendre un petit peu ce que ça peut changer que d'expliquer les comportements qui ne sont pas adaptés. En fait, ça permet de mieux détecter et ça permet de traiter les choses plus rapidement. Moi, dans toutes les entreprises ou les administrations, les collectivités dans lesquelles je suis intervenue, j'interviens en général quand il y a des trucs graves, au bout d'un long moment, d'accord ? Parce qu'enfin, on s'en occupe. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que quand j'interviens, si on avait pris les problèmes 5 ans avant, en fait, on n'en serait pas à ce niveau-là de gravité. Si la personne qui, aujourd'hui, est mise en cause pour harcèlement sexuel, on l'avait arrêtée dès les premiers propos sexistes, en fait, il n'y aurait sans doute pas eu d'harcèlement sexuel derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, souvent, on laisse passer les propos sexistes en disant « Non, mais ça va, c'est pas si grave. » Et en fait, quand ça devient grave, c'est trop tard, en fait. Ça a fait trop de mal. Et donc, souvent, dans ce cas-là, l'entreprise, elle va devoir se séparer du collaborateur ou de la collaboratrice. Et donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu de comment est-ce que, dès le début, on recadre les choses. En fait, dans un espace de travail, on n'a pas le droit de tenir de propos sexistes, comme on n'a pas le droit de tenir de propos antisémites, racistes, homophobes ou transphobes. C'est juste interdit. Donc, il n'y a pas à pinailler de « ouais, mais c'est drôle ». En fait, si vous prenez le code du travail, je regarde le code du travail, il n'y a pas écrit dedans que si c'est drôle, ça passe. Et puis si c'est pas drôle, non, là c'est interdit. En fait, le code du travail, il dit que c'est interdit tout le temps. Merci Caroline Dehaze d'avoir été avec nous. Je rappelle votre manuel « En finir avec les violences sexistes et sexuelles ». 3 parties, identifier, comprendre, agir, trouver les mots. Et vous êtes optimiste et on va l'être avec vous. Merci Caroline Dehaze d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter une autre actualité, celle du Covid. À tout de suite.